Maintenant, la parole au professeur Haj Khalifa pour intervenir, notre conférencier qui n'a pas pu être parmi nous parce qu'il a un empêchement, il est malade, donc je le remercie. Merci, Sehida. Alors, je crois que beaucoup de personnes ici présentes connaissent le professeur François Feillet, parce que ce n'est pas la première fois qu'il communique. Il est venu déjà trois fois, n'est-ce pas? Le professeur François Feillet il est président du centre de référence des maladies métaboliques. Il est installé à Nancy. Il a toujours parlé dans ce congrès des maladies métaboliques. Et là, il va présenter les actualités thérapeutiques dans certaines maladies métaboliques. Il n'a pas pu se déplacer, il va faire ça par Zoom. Il n'a pas pu venir parce que je crois qu'il est fatigué. Et voilà. Après, nous allons faire intervenir aussi le professeur Chelli, Philo Hassan. Il est là, qui va nous parler de l'intelligence artificielle. Il a été coopté il y a quelques mois par Sehida et moi-même parce qu'il a fait une excellente intervention lors du congrès de l'ACPP à Casablanca, n'est-ce pas? Voilà, donc on fait passer le professeur Feillet. Bismillah. François, vous avez la Oui, parole. vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, bah écoutez, bonjour tout le monde. Avec vraiment toutes mes excuses de ne pas pouvoir être parmi vous. Ah, il y a un retour de... Et, et voilà, vous m'entendez correctement? Alors, donc on va parler des maladies métaboliques et des actualités thérapeutiques. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Merci. Et donc, je suis vraiment désolé de ne pas être là, mais effectivement, les virus ne choisissent personne et j'ai été effectivement malade depuis 48 heures, mais ça va un petit peu mieux et donc je peux vous faire ce topo. Alors, les actualités thérapeutiques dans les maladies métaboliques, c'est quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'on voit apparaître de multiples nouvelles thérapeutiques et je vais essayer de vous faire une petite vision de tout ça. Alors, bien sûr, j'ai des conflits d'intérêts. La première chose à vous montrer, c'est que les techniques de génétique permettent de faire des diagnostics extrêmement performants et c'est ça qui ouvre à la thérapeutique, parce qu'on a des diagnostics positifs. Et vous voyez dans une étude qu'on a publiée au niveau de notre centre, dans une hyperlipidémie, on a 95% de succès d'une étude par NGS. On a un panel de presque 7000 gènes. Et donc, pour tous les patients, on demande ce panel et ça permet de diagnostiquer 95% des hyperlipidémies, 86% des ostéogénèses et 3/4 des maladies métaboliques. Quand on a un marqueur métabolique, on arrive à en faire la preuve génétique très rapidement et c'est bien meilleur que dans les autres situations. Donc ça, c'est la première étape, bien sûr, c'est le diagnostic. Alors, je vais commencer par la phénylcétonurie, qui est une maladie que vous connaissez tous. Et cette phénylcétonurie était une maladie qui était classique, puisque on se disait, on connaissait l'enzyme déficitaire dans cette maladie. Et puis on s'est rendu compte que l'enzyme, la PAH, bien sûr, quand elle est déficitaire, ça entraîne la maladie, mais il y a également un cofacteur qui est le BH4. Il y a également une protéine chaperone, DNAJC12, et on va le voir à la fin, il y a également un ARN non codant qui permet de faire fonctionner l'enzyme. Et tout ça ouvre la porte à des thérapeutiques. Alors bien sûr, quand on regarde la physiopathologie de la phénylcétonurie que vous connaissez, hein, la phényl vient de l'alimentation, est transformée au niveau du foie par l'enzyme l'hydroxylase. Ensuite, elle va également au niveau du sang pour entrer dans le cerveau par un transporteur commun aux acides aminés neutres. Et tout ça fonctionne de façon correcte.
Mais quelles sont les alternatives thérapeutiques qui sont actuellement proposées pour maîtriser le taux plasmatique de phénylalanine? Bien sûr, il y a le régime, mais il y a plus avant, on avait les substituts d'acides aminés et on a vu apparaître depuis quelque temps les glycomacropeptides dont je vais vous parler. On a vu apparaître une enzymothérapie, elle peut être par voie orale ou par voie sous-cutanée. On a vu apparaître des acides aminés neutres qui empêchent le passage en particulier de la phénylalanine au niveau de l'intestin, mais également du cerveau. Et donc, le régime, vous le connaissez, ce n'est pas franchement une actualité thérapeutique, c'est quelque chose connu depuis très longtemps. Par contre, les GMP, les glycomacropeptides, ce sont des protéines naturelles issues du petit lait, qui est le surnageant quand on fait du fromage avec du lait. Et naturellement, ces peptides ne contiennent quasiment pas de phénylalanine et permettent, comme vous le voyez, de maintenir des taux de phénylalanine aussi bien que le régime classique avec les substituts d'acides aminés. La grande différence, c'est que le goût est infiniment meilleur. Et donc, c'est infiniment plus accepté, et en particulier pour les patients adultes qui ont le régime par acide aminé. C'est beaucoup plus facile pour eux de reprendre un régime avec ce type de produit. On connaît le BH4, le Kuvan, un médicament qui permet pour les patients qui sont sensibles de faire baisser le taux de phénylalanine. On voit ici des patients sensibles, on voit s'effondrer à 8 heures, 15 heures le taux de phénylalanine plasmatique lorsqu'on donne le médicament. Et on peut ainsi classifier des patients répondeurs, des patients non répondeurs. Et vous voyez la ligne bleue qui descend très vite sur la gauche. Ce sont les enfants qui ont un déficit en BH4. Ça donne des hyperphénylalaninémies, mais ce ne sont pas des phénylcétonuries, et ça marche très bien. Ça, ce sont les résultats du test néonatal. On voit bien que dès la naissance, on peut classifier les patients en répondeurs ou pas au BH4. Alors, cette réponse dépend des mutations. Je cite juste ce schéma. Vous le trouverez sur le site de la HAS, qui est la Haute Autorité de Français, la Autorité de Santé, pardon, et c'est le PNDS, le Plan National de Diagnostic et de Soins sur la phénylcétonurie, et vous aurez toutes ces informations, il suffit de le télécharger, c'est fait pour tout le monde. Alors, des protéines chaperones qui permettent de réactiver l'activité enzymatique, ça existe, enfin ça n'est pas encore commercialisé. L'enzymothérapie, on voit bien que ça a été un événement important. Les laboratoires ont utilisé une enzyme d'origine végétale, ça n'est pas une enzyme d'origine humaine, et ils l'ont pégylée, ce qui permet de l'injecter par voie sous-cutanée et de garder une activité plasmatique relativement prolongée. Cette enzyme sépare la phénylalanine en ammonium et acide cinnamique et ne fabrique pas de tyrosine. Et on voit que ça met un certain temps, mais ça permet de faire baisser, vous voyez, en termes de semaines, plus d'un an pour avoir une efficacité complète. Cela est lié à des anticorps qui sont très élevés au niveau de l'antipale et au niveau anti-PEG. C'est pour ça qu'on a, pendant les 2 premières années avec ce traitement, un taux d'effet secondaire qui est relativement important. Néanmoins, lorsque ces patients ont passé les 2 premières années, les effets secondaires diminuent beaucoup. Donc pour moi, c'est vraiment un traitement qui peut être réservé aux patients adultes qui ont de grosses conséquences d'un régime impossible à prendre, c'est-à-dire neurologiques, etc. La thérapie génique dans la phénylcétonurie a été proposée depuis des années. On voit que ce papier date de 2008 et en clinique courante, elle n'est toujours pas disponible. Mais c'est évidemment une piste. Enfin, ça fait tellement longtemps qu'on en parle qu'on se demande pourquoi ce n'est toujours pas accepté. Alors, après, il y a eu très récemment un article un travail auquel on a pu participer, et c'est un travail assez extraordinaire puisque c'est une équipe américaine, Houston, qui ont regardé l'expression de RNA non codant
vous savez que les gènes codant pour des protéines ne représentent que 2% du génome et que 98% est constitué de, comment dirais-je, de RNA non codant. Alors, à quoi ils servent ces RNA non codants? Eh bien, ils peuvent moduler des activités protéiques en se liant à certaines protéines. Alors, ils travaillent sur le cancer et ils ont fait une souris knockout de ce RNA non codant qui était particulièrement exprimé au niveau du foie. Et ils pensaient voir qu'est-ce que ça influait sur éventuellement la cancérogénèse du foie. Et qu'est-ce qui s'est passé? La souris knockout est devenue pâle, dépigmentée, elle s'est mise à convulser avec une espérance de vie très diminuée. Et, aux surprises, le taux de phénylalanine était très élevé et l'activité enzymatique de la PAH, la phénylalanine hydroxylase, était effondrée. Ils avaient fabriqué une souris atteinte de phénylcétonurie en retirant un RNA non codant chez ce modèle de souris. Alors, ils ont fait des tas de travaux pour démontrer que ce RNA non codant se liait effectivement à l'enzyme et en modulait l'activité. Alors, ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est qu'ils ont fabriqué le RNA non codant normal et ils l'ont administré aux souris qui étaient donc knockout, qui a été désactivé pour ce RNA non codant. Et ce RNA non codant normal s'est avéré un traitement efficace, puisqu'il a restauré l'activité enzymatique. Et vous voyez en bas de la diapo, encadré en vert, les différentes mutations. En bleu, la barre bleue, c'est le taux de phénylalanine, et le rouge au-dessus, c'est le taux de tyrosine. Et on voit que lorsque l'on donne le RNA non codant, eh bien, vous avez une synthèse de tyrosine qui devient beaucoup plus élevée pour certaines mutations, mais pas pour toutes. Ça veut dire qu'il y a des mutations pour lesquelles ce traitement pourrait être extrêmement efficace. Et on voit qu'il y a la R408W qui répond considérablement au RNA non codant. C'est lié à quoi? Alors, c'est lié à la mutation entraînait une anomalie de liaison avec le RNA non codant. Et en mettant beaucoup, ça restaure l'activité. Et c'est la mutation la plus fréquente dans les pays de l'Est européen. Et ça pourrait être une solution pour cette forme très sévère de phénylcétonurie. Vous voyez qu'une maladie qui paraissait simple devient de plus en plus complexe dans son mécanisme et du coup, cela permet d'imaginer différentes sortes de traitements. Alors, si on reste sur un peu la même voie métabolique, et en particulier après la phénylalanine, il y a la tyrosine, et là, vous savez que lorsqu'on a un déficit de la fumarylacétoacétase, très bien, ça donne une tyrosinémie de type 1, et juste au-dessus, vous avez le déficit en homogénéisate dioxygénase, et ça donne l'alkaptonurie. L'alkaptonurie, c'est une maladie que vous connaissez, je ne sais pas s'il y en a beaucoup au Maroc, qui donne particulièrement des urines noires, et avec le temps, une accumulation d'un pigment qui se met. Alors vous voyez une petite fille qui avait des caries qui étaient empreints de ce pigment tout noir, et une dame de 55 ans que j'ai vue en consultation, et on voit les pigments qui se sont accumulés dans les cartilages, dans les sphères oculaires, et cela donne une atteinte des articulations, des valves cardiaques, et on voit sur la droite l'atteinte très grave d'une une atteinte vertébrale très grave avec des anomalies extrêmement sévères. Alors, le traitement de la tyrosinémie type 1, qui est la nitisinone, qui bloque l'enzyme au-dessus de l'acide homogénésique, a été proposé comme dans le cadre de la tyrosinémie type 1. Et on voit sur ce travail publié par les collègues anglais, il y a une normalisation progressive de la pigmentation et il y a sur un score en bas à gauche, sur un score clinique, une amélioration du score clinique
qui est certes modeste, mais néanmoins qui est évident. Alors, pourquoi c'est modeste? C'est parce qu'ils ont traité des adultes où l'accumulation de l'acide homogénésique avait entraîné des dégâts articulaires, des dégâts sur les cartilages, et on sait bien qu'une fois qu'ils sont abîmés, voire détruits, il est très difficile de les restaurer. Par contre, on voit sur les scléroculaires ou sur les oreilles, il y a une diminution de la prévalence, de l'importance de ce pigment. Alors, la posologie utilisée était 2 mg par jour, et à ces taux-là, parfois ils ont même proposé jusqu'à 10 mg par jour de nitinol. Je vous rappelle que dans la tyrosinémie de type 1, c'est 1 mg par kilo. Mais il faut alors donner un régime pauvre en tyrosine pour éviter les complications, en particulier oculaires, d'une hypertyrosinémie. Alors nous, on a fait ce travail de proposer des microdoses de nitisinone, non pas 2, mais 1/10, 0,2 mg par jour. Et chez nos patients, on a vu que des doses très faibles permettaient sur notre patient, vous voyez le graphe au milieu, d'effondrer complètement, et c'est un patient qui avait une activité résiduelle et donc un taux d'acide homogénésique dans les urines relativement modéré. Pour les autres patients qui ont des taux plus élevés, la baisse a été de plus de 90%, mais elle n'a pas été aussi intense. Néanmoins, la grande question, c'est à quel point il faut faire baisser la présence d'acide homogénésique pour en éviter les conséquences. Et on voit sur l'oreille, en bas à gauche, il y a eu en 2 ans également une très nette amélioration de l'imprégnation par acide homogénésique. Le message de cette histoire, c'est que parfois des petites doses de médicaments peuvent être tout aussi efficaces et qu'en réalité, il faut s'adapter à chaque patient pour donner le traitement dont il a besoin, mais pas plus. Et cela permet d'éviter un certain nombre d'effets secondaires. Un autre groupe de maladies qui a été découvert relativement récemment, ce sont les déficits en RNA synthase. Les RNA synthase sont des enzymes qui permettent dans la synthèse protéique d'apporter un certain acide aminé. Et vous avez une RNA synthase pour chaque acide aminé. La leucine, l'isoleucine, la valine, la thréonine, tout ce que vous voulez. Et on voit en bas que lorsqu'il y a un déficit d'incorporation de ces acides aminés, vous avez un déficit de croissance des patients. Et sur la droite, vous voyez ici un grand nombre de ces RNA synthase en haut, tous les signes cliniques sur la colonne de gauche, et on voit que ces maladies donnent des atteintes neurologiques souvent, et puis certaines des anomalies du foie, des anomalies des poumons, des cellules sanguines, du rein, etc. C'est très variable. Et en réalité, il faut bien comprendre que les déficits ne sont jamais complets, sinon ces malades pourraient évidemment ne pas avoir de développement embryonnaire. Par contre, quand il y a un déficit partiel, ça peut altérer l'état clinique des patients. Alors nous, on a eu une histoire assez triste d'une famille qui a perdu 3 enfants, donc dans des états très particuliers, avec 2 de ces 3 enfants qui sont décédés à l'état de mal épileptique, à la fièvre, lors d'une fièvre très importante. Et ces 3 enfants, par exome, on a pu déterminer l'origine de la maladie, qui était un déficit en sérine, RNA synthase, et on a pu le démontrer et le publier il y a 2 ans dans Human Mutation. J'ai été contacté par les collègues hollandais qui travaillaient sur les traitements de ces maladies-là, et de façon très étonnante, ils m'ont conseillé tout simplement de donner beaucoup de stérine, comme eux donnaient dans d'autres pathologies. Vous voyez, l'isoleucine RNA synthase, la leucine RNA synthase, la phénylalanine RNA synthase, qui sont des maladies qui ont des symptomatologies différentes. Et quand on donne beaucoup de l'acide aminé qui est concerné par la RNA synthase, eh bien, on voit se restaurer, par exemple, la croissance. Et tout en bas à droite, vous voyez le 4e enfant de cette famille qui était également atteint.
Et cet enfant que l'on a traité par stérine à haute dose, il a complètement normalisé sa croissance, y compris sa croissance cérébrale, avec une normalisation du périmètre crânien. Ça a été vraiment très étonnant. Et donc, il va très bien aujourd'hui. On a fait un traitement d'urgence de la fièvre. On complémente en acide aminé que l'on double lorsqu'il fait de la fièvre. Et cet enfant va très très bien. Il a une dizaine d'années aujourd'hui. Et donc, on voit que ces nouvelles maladies offrent la possibilité de nouveaux traitements relativement simples, puisqu'il faut donner l'acide aminé qui est impacté par le déficit en RNA. Alors, autre actualité thérapeutique, c'est un article qui a été publié en décembre 2022. Vous connaissez tous la maladie de Pompe, oui, qui est un déficit en maltase acide, et dans sa forme extrêmement sévère, dans la maladie de Pompe de type infantile, eh bien, on a une atteinte musculaire gravissime avec une cardiomyopathie extrêmement sévère. Et cet article relate l'histoire d'une famille d'origine pakistanaise qui a déjà perdu 3 enfants d'une maladie de Pompe infantile, et un de ces enfants, malgré le fait qu'il ait été traité par enzymothérapie, cela n'a pas suffi à le sauver. Et là, ils ont, après un accord bien sûr du comité d'éthique, etc., ils ont proposé de mettre en place un traitement in utero pendant la grossesse par cathétérisation de la veine ombilicale utero et l'administration d'une enzymothérapie utero. Et on voit en bas le sibling 3, qui est l'enfant qui a été traité in utero, qui n'a pas développé de cardiomyopathie hypertrophique. Et il a eu en réalité une évolution et un état clinique à la naissance qui s'est avéré normal, ce qui était évidemment espéré, mais qui n'était pas certain. Donc, le traitement in utero a amélioré considérablement l'état de cet enfant à la naissance. Mais mieux que ça, lorsqu'il y a eu la poursuite, bien sûr, de l'enzymothérapie, et vous voyez ici en vert les anticorps anti-médicaments, et en rouge sur la droite, c'est l'évolution des anticorps chez l'enfant qui avait été traité par enzymothérapie. On voit qu'à 2 mois et demi ou 3 mois chez l'enfant traité in utero, il n'y a déjà plus d'anticorps, puisque cet enfant a dû intégrer le traitement par enzymothérapie comme une protéine endogène, si vous voulez. Donc, il y a eu très peu de réaction immunitaire, alors que l'enfant qui avait été traité post-natal a développé une réaction anticorps qui, bien sûr, entraîne une diminution de l'efficacité du traitement. Et je crois qu'à 2 ans, il est décrit que cet enfant traité in utero a un devenir extrêmement satisfaisant. Et donc, ça a fait l'objet d'une publication dans le New England Journal of Medicine. Autre traitement anténatal, donc c'est un déficit de synthèse d'un acide aminé, et donc ce sont des enfants qui ne sont pas capables de fabriquer la sérine, qui est un acide aminé non essentiel, sauf si l'enzyme qui sert à le synthétiser est déficitaire. Et donc, à ce moment-là, une famille qui a déjà eu un enfant avec une atteinte très sévère, il y a eu un traitement in utero, après surveillance du périmètre crânien parce que ces enfants font une microcéphalie, et on voit que le périmètre crânien diminue, et lorsque le traitement par sérine est donné à la maman pendant la grossesse, il y a une restauration de la croissance du périmètre crânien, et cet enfant est né normalement, et il était normal après 48 mois de suivi. Et donc, encore une fois, ces 2 études montrent que les maladies métaboliques peuvent être traitées en anténatal, et on n'est pas obligé que les enfants naissent pour les traiter. Il
Bien sûr, pour les traitements par cathétérisation de la veine ombilicale, c'est un peu acrobatique, mais néanmoins, ce sont des possibilités qui ouvrent des perspectives tout à fait positives. Alors, un nouveau aspect, c'est également la thérapie génique avec transplantation autologue. Alors, ça se fait dans 2 pathologies actuellement, la maladie de Hurler, la mucopolysaccharidose de type 1, et la leukodystrophie métachromatique. Alors, comment ça marche? On prélève chez l'enfant sa moelle osseuse, les cellules souches. Les cellules souches sont traitées au laboratoire par thérapie génique, mais ce sont bien les cellules souches de l'enfant qui vont bénéficier de la thérapie génique. En plus, ils vont faire une insertion d'un gène avec un promoteur qui suractive l'enzyme déficitaire. Puis, il y a une transplantation de cellules souches, de ces cellules traitées par thérapie génique. Et donc, de façon très étonnante, on voit que sont restaurées les activités enzymatiques des patients MPS 1. Non seulement elles sont restaurées, mais elles sont très au-dessus de l'activité normale. Vous voyez, IDUA, c'est l'iduronase activité. On voit en pointillé les valeurs normales et on voit qu'à 24 mois, 2 ans après cette thérapie génique sur greffe autologue, eh bien, vous avez la persistance d'une activité enzymatique très supérieure à la normale. Et c'est ce qui permet une efficacité très étonnante de ces traitements. Moi, j'ai vu en congrès les films, et peut-être mes collègues qui sont à FES ont pu les voir aussi, avec des enfants qui ont des états cliniques extraordinairement transformés. C'est une voie thérapeutique très positive. Et si j'avais un nouveau patient MPS 1 aujourd'hui à Nancy, j'essaierais de le faire traiter par cette modalité qui se fait surtout à Milan en Italie, et j'espère que cela va pouvoir être accessible ailleurs. Autre maladie, la leukodystrophie métachromatique est une maladie épouvantable, avec surtout dans sa forme sévère une dégradation neurologique extrêmement importante et rapide, et puis un décès qui survient dans les premières années de vie. On voit que la même technique de thérapie génique sur greffe autologue permet de restaurer l'activité enzymatique. Vous direz ça, c'est une valeur biologique, ça n'est pas une conséquence clinique. Oui, mais quand vous regardez d'un point de vue clinique ce qui se passe, eh bien, vous avez une amélioration considérable de l'espérance de vie, bien sûr. Mais comment ces enfants survivent-ils? Sur la droite, vous voyez des courbes qui montrent qu'une fois traités, au niveau cognitif, au niveau verbal, ces enfants, et au niveau moteur également, ces enfants retrouvent quasiment la courbe de développement normal. De la même façon, on a pu voir des films de ces enfants qui galopaient dans le couloir, ce qui pour moi est profondément inhabituel quand je me souviens des patients avec cette maladie horrible qui étaient grabataires dès l'âge de 18 mois, 2 ans. Et donc, encore une fois, une technique qui permet d'apporter une solution à une maladie épouvantable qui n'en avait, à mon avis, pas de satisfaisante jusque-là. Alors, d'autres types de traitements qui apparaissent, ce sont de nouvelles enzymothérapies. Les enzymothérapies, on les connaissait pour la maladie de Gaucher, Fabry, donc ces maladies lysosomales. On les connaissait pour les mucopolysaccharidoses, enfin certaines d'entre elles, mais il y a des maladies pour lesquelles c'était intellectuellement possible et on voit cela apparaître. Ici, vous voyez le déficit en arginase, qui est une maladie de la dernière enzyme du cycle de l'urée, qui, si vous en avez rencontré, vous savez que ça donne une diplégie spastique, avec un retard mental très important, une microcéphalie et une dégradation neurologique progressive. Moi, j'ai vu un patient dans ma vie, il était déjà âgé de 16 ans, il était donc non marchand, non parlant, microcéphale, mangeait seul, il aimait, c'est-à-dire, pour être simple, que des frites. Donc, bien sûr, il y a une prise en charge globale à prendre, et je crois qu'il est trop atteint pour bénéficier du traitement.
Mais quand vous voyez l'efficacité de ce traitement, de cette enzyme perfusée, eh bien, on voit un effondrement du taux d'arginine qui revient dans la norme et une normalisation de l'ammoniémie, avec finalement quasiment aucun effet secondaire sévère, une enzymothérapie très bien supportée, ce qui fait que cette maladie très rare, eh bien, pourrait bénéficier d'un traitement maintenant si elle est diagnostiquée tôt. Alors, il y a une espèce de cluster de cette maladie dans les Comores, à Mayotte. En France, il y a moins d'une vingtaine de patients. Je ne sais pas si vous voyez ces patients au Maroc, mais clairement, c'est une enzymothérapie qui apparaît, n'est pas encore validée au niveau de l'Agence du médicament en France, mais il y a un accès compassionnel. Autre maladie qui bénéficie aujourd'hui d'une nouveauté, qui est celle d'une enzymothérapie, qui est l'homocysténurie, une maladie que vous connaissez, et donc qui est ce déficit de la cystathionine bêta-synthase au niveau du cycle de cystéine méthionine. Et ce déficit entraîne, vous savez, donc un morphotype marfanoïde et des atteintes multiples au niveau de l'œil, avec une mutation de cristallin, un retard mental, des troubles vasculaires, des thromboses, enfin, etc. Et donc, j'ai pu assister lors de la dernière SSIEM au symposium de la Société Traveret Therapeutics, qui a montré que non seulement cette enzymothérapie était bien supportée, elle permettait de faire baisser l'homocystéine totale en dessous de 100 micromoles par litre, ce qui est l'objectif thérapeutique, et de faire également baisser la méthionine, ce qui montre bien que c'est l'enzyme qui refonctionne, c'est pas une simple diminution de l'homocystéine. Et donc, encore une nouveauté qui risque d'arriver. Ils en sont encore dans les études cliniques de phase 3, mais là, on avait des résultats extrêmement encourageants. Alors, je finirai ce topo, mais bien sûr, on ne peut pas parler de tout, par des traitements sur les aciduries organiques. Et on voit ici, si vous voulez, qu'une molécule permet de préserver le pool de coenzyma. Or, lorsqu'il n'y a pas de coenzyma dans l'asthénie protéinique méthylmalonique, eh bien, on ne peut plus fabriquer le N-acétylglutamate. Et le déficit en acétyl-CoA participe également au déficit en énergétique. Eh bien, une molécule là qui est vous voyez, ça a été publié en 2021, permet d'épargner le pool de coenzyma et de restaurer ses fonctions. Et donc, parce qu'on sait que ces maladies métaboliques, ces aciduries organiques, ont en grande part un déficit énergétique qui est responsable d'une grande part de la symptomatologie. Alors, les gens ont oublié, ça Nicolas Longo, ça des USA, qu'il y avait une possibilité de faire des traitements anaplérotiques. Alors, c'est un peu long à vous expliquer, mais néanmoins, dans ces maladies, s'il n'y a pas de fabrication de succinate à cause du déficit, que ce soit la protéine CoA-carboxylase ou la méthylmalonyl mutase pour la voie du propionate, ce sont les enzymes responsables de ces deux aciduries organiques, eh bien, vous n'avez pas de succinyl-CoA, vous avez une déviation de l'oacétate et vous avez un cycle de Krebs qui ne marche plus du tout, plus beaucoup. Et donc, on peut restaurer ce cycle de Krebs en donnant, par exemple, de l'ornithine, du glutamate, de la glutamine, du citrate. Et donc, c'est ce qu'on appelle des traitements anaplérotiques. Renflouer le cycle de Krebs pour restaurer l'activité énergétique chez ces patients. Et on voit ici, sur des modèles d'hépatocytes, que le fait de donner du citrate restaure de façon tout à fait importante les métabolites du Krebs et donc restaure le fonctionnement énergétique. Nous travaillons actuellement à Nancy sur justement comment essayer d'améliorer le fonctionnement énergétique de ces patients, car encore une fois, si on restaure l'activité énergétique, je pense qu'on améliore considérablement le pronostic clinique. Dernière diapositive, vous avez tous entendu parler, je crois, du Covid, et ce fameux Covid a entraîné l'apparition de vaccins à
RNA et à RNA messager. Et la société Moderna est capable de produire rapidement un vaccin à RNA messager. Et pourquoi donc? Eh bien parce qu'ils avaient l'habitude de la technologie de la fabrication de ces RNA messagers dans les acidémies organiques et en particulier de l'acidémie propionique. Alors, l'acidémie propionique, je vous l'ai dit, c'est lié au déficit en propionylcoacarboxylase, une enzyme où il y a deux protéines en réalité, PPCA et PPCP, et ils ont fabriqué le RNA messager de ces deux protéines. Et ils ont administré, sur modèle murin, ces deux RNA messagers. Alors, ils se sont rendus compte que même s'il y avait un déficit uniquement dans la PCCA, il fallait bien donner les deux RNA messagers pour avoir une restauration d'activité enzymatique. Et ils ont fait un nouveau traitement par RNA messager. Et vous voyez que quand on l'administre aux souris, les lignes bleues, cela permet de diminuer considérablement le 2-méthylcitrate, le 3-hydroxypyronate et le rapport C2. Et donc, il y a clairement un effet de cette administration d'RNA messager. Alors, bien entendu, ce n'est pas comme le vaccin Covid, ce n'est pas une thérapie génique par DNA. Le vaccin Covid, ça permet de synthétiser une protéine qui va ensuite générer une mémoire immunitaire et pas générer une protéine à long terme. Là, pour avoir une activité enzymatique qui perdure, vous voyez qu'il faut administrer les RNA messagers toutes les 3 semaines. Actuellement, il y a des travaux en cours dans l'acidémie propionique et l'acidémie méthylmalonique, et cela permet de maîtriser, de restaurer finalement une activité enzymatique dans cette maladie afin de restaurer un état métabolique meilleur. Et il est toujours meilleur de restaurer l'activité enzymatique plutôt que de pallier au déficit, aux conséquences de ces maladies qui restent extrêmement. Donc, juste pour conclure, oui, il y a des nouveaux traitements qui apparaissent tous les ans, des nouveaux traitements diététiques, traitements anaplérotiques, des enzymothérapies, on peut traiter en anténatal, de la thérapie génique, et j'en passe. Les maladies métaboliques sont très variées, mais du coup, ouvrent la voie à de très multiples nouveautés thérapeutiques, et cette histoire n'est bien sûr pas finie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Fayet. C'est dommage que vous ne soyez pas là. On vous aurait bombardé de questions parce qu'il y a tellement de biochimie. C'est très intéressant ce que vous avez dit. Et puis le traitement, ça soulage les enfants, ça soulage les familles, même quand c'est un traitement qui n'est pas uniquement ponctuel, il peut être de longue durée. La salle, y a-t-il des questions dans la salle? Pas de questions. Habib, tu veux poser une question? Oui, madame, allez-y. لا وخلينا نهضروا وسيتي ما عرفتش شنو جاب من المشاكل وتحطهم. Bonjour, professeur Feuillet. Donc, je voudrais poser une question par rapport à l'actualité thérapeutique pour le GMA, gangliosidose GMA. Ma première question, parce que je sais qu'il y a des recherches en cours, donc je ne sais pas où est-ce qu'on est. Et la deuxième des choses, par rapport au DHPR deficiency, pour la patiente que d'ailleurs vous m'avez aidé pour faire le diagnostic, elle a toujours des taux de phénylsténurie très très bas, même avec un régime qui est très léger. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter encore, à part les neurotransmetteurs et les autres? Voilà, merci beaucoup. Professeur Besh Kauter est professeur de neuropédiatrie à la faculté de médecine de Tanger. Pardon, c'est juste pour la présenter. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que vous appelez? Vas-y. Pardon? Vous avez dit? GMA. Gangliosidose type 1. Gangliosidose 1. La GM1. Très bien, pardon. Alors là, je suis désolé, mais je ne suis pas très au courant de nouveautés de la GM1, qui pour moi reste une maladie extrêmement sévère. Et alors, j'avoue que je n'ai pas eu de nouveaux patients depuis une dizaine d'années et je n'ai pas regardé si jamais il y avait des nouveaux traitements qui apparaissaient.
Cette présentation est inexorablement incomplète, hein, j'en suis désolé, on ne peut pas empêcher toutes les maladies. Et c'est vrai que n'ayant pas été confronté à cette maladie depuis longtemps, je n'ai pas regardé. Pour ce qui est du déficit en DHPR, c'est une maladie assez particulière et il faut que le BH4 ne sert qu'à faire baisser le taux de phénylalanine et il faut le diminuer jusqu'à obtenir un taux de phénylalanine normal. Il peut être un tout petit peu élevé, ça n'a pas d'importance. Mais il ne faut pas laisser un taux de phénylalanine trop bas. Par contre, bien sûr, le traitement par neurotransmetteur peut être indiqué, mais il faut surtout traiter par acide folinique. Car dans cette maladie, il y a une chélation de l'acide folinique intracérébral par le métabolite de la tétrahydrobioptérine après son utilisation par les enzymes des neurotransmetteurs. Et donc, ce n'est pas tant un déficit en BH4 qu'un déficit intracérébral en acide folinique. Et donc, on ne recommande pas de traiter de façon importante par BH4, mais il faut effectivement vérifier les neurotransmetteurs et surtout traiter par acide folinique. Monsieur Feillet, je vais juste vous demander, bon, il y a tellement de choses que j'ai envie de vous demander, je vous ferai une lettre, mais là j'ai envie de vous poser une question. Le nouveau traitement que vous avez donné pour la maladie de Pompe, que nous traitons actuellement au Maroc depuis 2013 ou 2014, par donc une enzymothérapie substitutive, quel est l'apport, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ces thérapeutiques que vous avez données? Alors, la maladie de Pompe, si vous voulez, il y a plusieurs formes dans la maladie de Pompe. La forme infantile, la forme juvénile et la forme adulte. Je parle de la forme adulte, quand c'est très évolué, on a plus d'efficacité. Dans la forme juvénile, on a des efficacités formidables. Moi, j'ai des patients. Par contre, la forme infantile, qui est la forme la plus grave, eh bien, nous, on a traité des patients, y compris avec immunomodulation. Alors, le problème, c'est que maintenant, vous voyez, on double les doses d'enzymothérapie avec l'immunomodulation. Ça améliore clairement la survie, mais le problème, c'est que dans ces formes infantiles, on est malheureusement rattrapé par l'atteinte neurologique de ces déficits complets. Et on peut voir apparaître, après l'âge de 5 ans, une hyplégie faciale, et les patients perdent leur capacité motrice qu'ils avaient préservée. Simplement parce que l'enzymothérapie traite le muscle, et ne traite pas le motoneurone, qui est également atteint dans les formes les plus graves. Est-ce que la thérapeutique anténatale permettra d'améliorer? J'avoue que sur un long terme de 10 ans, j'ai un doute, et là, le suivi de ce papier n'est que sur 2 ans. L'anténatal, on l'a fait quand il y a un cas dans la famille. Quand il y a un enfant dans la famille qui a cette maladie de Pompe, on fait systématiquement la recherche chez l'enfant. Bien, on va arrêter. Merci beaucoup, Monsieur Feillet. C'est très, très, très intéressant. Et vous nous donnez beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir pour les enfants, pour les familles. Merci beaucoup. Pour les médecins aussi. Monsieur, et portez-vous bien. Vous auriez pu venir à FES, on vous aurait soigné.